Donc je vais appeler le quatrième orateur. Donc tout le monde connaît Laurent Lantieri, qui est donc chef de service de chirurgie plastique à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et professeur de chirurgie plastique à l'université Paris 5. Donc il va nous parler d'un de ses sujets de prédilection sur la neurofibromatose, exérèse, reconstruction, transplantation. Quelle solution chirurgicale pour la neurofibromatose de type 1? Merci beaucoup. Juste un petit commentaire sur ce qui s'est passé juste sur la présentation juste avant. Je pense que dans beaucoup de domaines, les Suisses ont beaucoup de choses à nous apprendre. Merci de m'avoir invité pour parler de la neurofibromatose, qui est un sujet qui est une maladie génétique. Et donc pourquoi est-ce qu'on l'aborde au point de vue chirurgical? Alors, la neurofibromatose de type 1, ou maladie de von Recklinghausen, décrite par von Recklinghausen en 1866, est une maladie qui est connue. C'est la deuxième maladie génétique en France. Pendant de nombreuses années, on a cru que Elephant Man, John Merrick, était une neurofibromatose. En fait, non. On voit ici Elephant Man dans cette description. Et ici, les images du film, qui est absolument magnifique, mais qui symbolise bien ce que ça représente. Elephant Man est un syndrome de Proté. C'était une curiosité médicale et n'a jamais bénéficié de traitement, si ce n'est des soins attentifs de son protecteur, pour essayer d'améliorer sa qualité de vie. Alors en fait, les descriptions de la neurofibromatose sont plus antérieures à ça, puisque un certain Peter Parker, c'est pas Spider-Man, hein, Peter Parker, c'est un médecin qui avait décrit ça, et qui avait décrit parfaitement ces anomalies et ces neurofibromatoses. Il y a aujourd'hui des critères qui sont des critères cliniques. La neurofibromatose de type 1 est avant tout une maladie de description clinique avec des lésions qui sont parfaitement descriptives. C'est surtout les dermatologues qui les voient, puisque ce sont des lésions essentiellement cutanées. Et on voit ici ces différentes lésions. Ces lésions, c'est l'antigine, c'est des anomalies cutanées, c'est neurofibromes et c'est taches café au lait. On connaît aujourd'hui l'origine de cette maladie, qui est une anomalie d'une protéine, la neurofibromine, et tout le mécanisme et tout l'endroit où intervient cette protéine. C'est codé sur le chromosome 17, mais c'est un gène qui est extrêmement long, extrêmement complexe, et on essaie aujourd'hui de corréler le génotype et le phénotype. Donc c'est la deuxième maladie génétique, 1 sur 3000, c'est juste derrière la mucoviscidose. Un des problèmes, c'est que ça a un impact très important sur la qualité de vie, et surtout, il y a des déformations avec des patients qui provoquent des transformations, avec des patients qui ont des dégénérescences. La difficulté de la chirurgie, c'est que peu de gens veulent y aller à cette chirurgie, peu de mes collègues, à cause des difficultés de la qualité des tissus et des risques hémorragiques. Et on a finalement que très peu de séries nous rapportant comment sont traités. Alors, j'avais une expérience à Mondor, puisqu'il y a toujours le centre de référence avec mon collègue Pierre Wolkenstein, qui continue à nous adresser des patients, et ils m'ont envoyé des patients, et puis j'ai voulu voir rétrospectivement ce que je faisais, la vision du chirurgien sur ce qu'il fait rétrospectivement, le nombre de patients. Alors on avait regardé la longueur de séjour, des choses strictement aucun intérêt, mais ça aime bien quand on a les papiers de savoir de quoi il s'agit. Et est-ce qu'il s'agissait uniquement d'une vision d'un chirurgien qui essayait d'avancer? Qu'est-ce qu'on fait exactement et où est-ce qu'on se situe au niveau de l'evidence-based medicine? Puisque dès qu'on veut avancer, dès qu'on veut faire quelque chose aujourd'hui, il faut faire la biostatistique. Vous connaissez tous ces principes de 1 à 5 sur l'evidence-based medicine. Et le problème que nous rencontrons en chirurgie, c'est que le niveau 1 est impossible. Les CR randomisés double aveugle en chirurgie, sur l'acte chirurgical, n'est pas possible. Voici l'exemple d'un niveau 5. Il y a des gens qui ont sauté en parachute d'avion avec un parachute et qui sont morts, et d'autres qui ont sauté sans parachute et qui ne sont pas morts. Et il n'y a jamais eu d'essai randomisé double aveugle pour prouver. Donc je recommanderais, pour les critères d'évidence-based medicine, de ne pas utiliser le parachute. Tout ça pour dire que nous, en chirurgie, nous essayons plus de faire cet enseignement empirique qui a apporté beaucoup. Et c'est la même chose pour la chirurgie plastique. Et en particulier, lorsqu'on voit ici... Et là, on voit Pascal un an après. Donc le même. Et je présente une image pour montrer que, pour moi, ça c'est plus d'évidence-based medicine que tout essai randomisé double aveugle par rapport à tout ce qu'on peut présenter. Un homme qui se balade seul dans la rue et que personne ne regarde, et un résultat qui n'est plus remarquable puisque n'est plus remarqué. Dans le micro, s'il te plaît. Alors, je vais revenir à ma présentation. Donc voilà.
Voilà Pascal et Jérôme, deux greffés 1 an après, l'un 6 ans après et l'autre 5 ans après, l'un 8 ans après et l'autre 5 ans après, avec le résultat et une bonne qualité de vie. Alors qu'est-ce que c'est que la qualité de vie? Eh bien, il y a des définitions multiples sur la qualité de vie, il y a des échelles qui sont extrêmement complexes et nous utilisons aujourd'hui essentiellement pour tous nos patients l'échelle SF36 qui permet d'évaluer si les patients ont une qualité de vie ou pas. Globalement, cette maladie a un poids, elle a un poids à la fois sur la longévité et sur la qualité de vie, et il y a un besoin de traitement. Il n'y a pas de traitement médical pour l'instant, j'étais hier à Londres pour un nouveau médicament, encore un de plus avec des espoirs, et seule la chirurgie peut apporter quelque chose. Il faut savoir comment est-ce qu'on peut évaluer si notre chirurgie est efficace, en voyant si on peut évaluer ce qu'on appelle la Disability Adjusted Life Year, c'est-à-dire quelle est la mesure de ce que nous apportons sur la qualité. D'un côté, en termes de qualité de vie, et de l'autre côté, en termes de longévité, et c'est la mesure entre les deux que l'on voit si notre traitement est efficace ou pas. Je passerai sur les différentes méthodes, et globalement, c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à savoir si les traitements apportent quelque chose, ou si c'est juste une vision personnelle par rapport à l'évidence-based medicine. Et ici, d'abord, la première chose, est-ce qu'on peut allonger la durée de vie de nos patients? Oui, il suffit d'essayer de traiter ces tumeurs malignes, les tumeurs malignes des gaines nerveuses. Nous en avons une série qui est importante. Ces résections se font avec des reconstructions diverses. Le problème aujourd'hui, c'est que ces patients ont une longévité qui est extrêmement faible, même si on résecte ces différentes tumeurs, parce qu'on les voit extrêmement tardivement. Ce sont des lésions qui évoluent à l'intérieur du neurofibrome. Fort heureusement, depuis qu'on les opère de manière plus précocement, on voit que la taille des neurofibrosarcomes que l'on enlève sont de plus en plus petits, ce qui fait qu'à taille égale, nous n'avons pas de modification de notre survie, mais nous opérons des patients qui ont des lésions qui sont de plus en plus petites, avec des survies qui sont de plus en plus longues. Le problème de ces résections, c'est qu'elles sont extrêmement dangereuses, avec une hémorragie très importante, et personne ne veut les opérer à cause de ce risque vital. Le risque vital lié au saignement, c'est un risque qui est lié aux anomalies vasculaires que l'on a à l'intérieur. Il y a des véritables lacis veineux qui fait que dès qu'on touche, eh bien, il y a un saignement. Et on voit que sur les exérèses de ces neurofibromes, sur les greffes, il y a eu des saignements extrêmement importants. Alors le principe que nous utilisons, là ça marche, c'est bien. Donc, les principes, c'est d'utiliser des ciseaux bipulaires, comme on fait en chirurgie hépatique. J'avais été l'élève de Didier Houssin, j'avais vu comment on pouvait couper le foie, comment on faisait ces transplantations, comment couper. Et c'est l'utilisation de ces principes de ligature et ces principes d'hémostase avec les ciseaux bipolaires qui nous évitent d'avoir des hémorragies massives dans ce type de résection. Et ceci nous permet de faire des résections massives que personne ne voulait faire jusqu'à présent et qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patients. J'ai essayé de voir si c'était uniquement la manière dont j'apportais quelque chose ou est-ce que ces techniques étaient reproductibles. Et nous avons comparé deux séries, la série que j'avais faite personnellement et celle avec mes collaborateurs, pour les collaborateurs plus jeunes. Et ce que l'on voit, c'est que, effectivement, il y a une petite différence entre les deux séries parce que la population évolue. Voilà le type de patient que l'on opère et voilà le type de saignement que l'on voit apparaître spontané, que l'on voit apparaître dans ces résections. Et nous avons mesuré la taille des lésions, la longueur, le nombre de lésions, le volume, et nous avons essayé de faire des mesures pour savoir qu'est-ce qui là-dedans pouvait être un facteur pronostic. Nous avons exclu de là toutes les lésions qui étaient des lésions faciales parce qu'elles sont plus complexes et mis un certain nombre de procédures. Alors c'est pas moi qui ai fait toute cette analyse, c'est Michael Yvelin qui est mon collaborateur, qui a fait des analyses multivariées, des analyses monovariées, pour voir qu'à la fin, la chose qui sort, c'est la longueur du plus grand neurofibrome. Lorsqu'on a un grand neurofibrome de plus de 13 cm, à ce moment-là, il y a un risque plus important d'avoir un risque hémorragique. On peut ensuite faire toutes les courbes que l'on veut et on peut même faire des courbes prédictives du risque hémorragique de tel ou tel patient, ce qui nous permet d'aborder avec nos collègues anesthésistes le risque potentiel. C'est donc bien pour ce premier aspect, l'autre aspect du saignement, qui était un aspect limitatif, nous pouvons maintenant prédire auprès de nos amis anesthésistes, voilà le risque que l'on peut faire et si on fait une chirurgie qui est bien programmée, le risque hémorragique devient faible. Un deuxième aspect qui gêne beaucoup les patients qui ont une neurofibromatose, c'est la douleur. Et le problème de la douleur, c'est la résection des neurofibromes qui peuvent entraîner des lésions nerveuses. En fait, il y a deux types de neurofibromes, certains qui sont des petits nodulaires à l'intérieur du nerf que l'on peut exclure, et parfois c'est multinodulaire, et à ce moment-là, on fait uniquement une neurolyse, et cette neurolyse peut apporter. Ici, c'est un résultat uniquement de nos patients sur les nerfs périphériques, je ne parle pas des nerfs au niveau de la face, où finalement, nous n'avions eu qu'une seule paralysie sur plus de 55 cas opérés, ce qui prouve qu'en ayant une approche comme ceci, on peut soulager malgré tout, alors que tout le monde dit que ce n'est pas possible. L'autre aspect, c'est l'aspect esthétique de ce que nous enlevons.
les résultats à long terme sont généralement pauvres à cause de l'élasticité cutanée. La caractéristique de l'élasticité cutanée des patients qui ont un neurofibromatosis, c'est que c'est comme un chewing-gum. Au lieu d'être un élastique, on tire dessus et ça revient, on tire dessus et ça reste distant et on n'arrive pas à les réséquer. Nous avions d'abord fait des études in vivo et des études in vitro en prenant des prélèvements pour constater qu'effectivement c'était bien quelque chose que l'on pouvait prouver scientifiquement et pas uniquement une impression des chirurgiens. Et au point de vue histologique, on voit qu'il y a une anomalie de tous les tissus, une anomalie des fibres de conjonctive et une anomalie des fibres d'élastine qui explique qu'il ne faut pas faire des liftings, contrairement à ce qu'on fait en chirurgie plastique, essayer de tirer dessus, mais il faut faire des résections massives. Des résections massives, alors bien sûr, on a commencé d'abord par les membres, par les troncs, et c'est avec ces résections massives que l'on peut avoir des résultats. Nous avons évolué en essayant d'approcher une approche au niveau de la face, de faire ce que nous avons appelé le Facial Aesthetic Unit Remodeling. On prend une hémiface qui va être notre modèle pour l'autre hémiface. Et au lieu de faire un lifting classique, on fait des résections massives. Et ces résections nous permettent d'avoir quelque chose qui est finalement stable dans le temps. C'est pas parfait, mais il y en a une nette amélioration et les patients sont satisfaits parce qu'il y a une amélioration de leur aspect. Voilà un exemple d'un neurofibrome hémifacial. Et voilà l'exérèse que l'on fait, le dessin que l'on fait par rapport à l'autre côté, qui permet d'avoir une amélioration de l'état. Vous pouvez constater que notre problème principal, ça reste l'orbite, la lésion orbitopalpébrale. Voilà quelques résultats d'exérèse en pratiquant sur ces principes de Facial Aesthetic Unit Remodeling. Lorsqu'on est au niveau de la face, la partie postérieure de la face, il y a le problème du nerf facial. Parfois, on arrive quand même à réséquer ces lésions en conservant le nerf facial. Le problème, c'est quand on fait des résections massives, en particulier la partie antérieure, les muscles sont enlevés et on se retrouve avec une paralysie. Dans quelques cas, nous avons fait des transferts de gracilis libre pour essayer de réanimer la face, avec des résultats, une amélioration, les patients se sentent mieux, mais on est loin d'avoir une réduction parfaite. Ces résections peuvent être faites non seulement sur la partie basse, mais sur la partie haute de la face. Et puis, parfois, on fait des résections massives, mais le résultat n'est pas à la hauteur, parce qu'il y a des lésions osseuses sous-jacentes qui sont des lésions qui ne sont pas simples, c'est pas bidimensionnel, ça part dans tous les sens de l'espace. Alors on essaye à ce moment-là de remodeler l'os en faisant des apports osseux, en mettant des implants de type Medpor, en faisant éventuellement, en injectant du ciment, du palacos pour combler des pertes de substance au niveau de la fosse temporale. Et lorsqu'on se retrouve avec des lésions plus importantes, alors là, les exérèses deviennent importantes. La résection, ici, j'ai un patient chez qui on a essayé de corriger le canthus externe avec une amélioration, mais qui est partielle. Un des problèmes, c'est la fente sphénoïdale. La fente sphénoïdale est très souvent élargie et beaucoup de chirurgiens sont abordés et disent on va traiter ça, ça va résoudre le problème. Ça, c'est un exemple de mon maître Yvon Rollo avec 20 ans de recul. Avant, après, il n'y a pas beaucoup de différence. Le greffon osseux qui avait été fait selon les principes de Tessier, c'est totalement résorbé. On peut faire une approche androcrânienne qui permet de mettre en place un greffon. Je préfère aujourd'hui utiliser des matériaux non résorbables de type Medpor qui permettent de remettre les choses en place. Et on voit ici, chez un patient, la remise en place de l'œil avec toujours le problème des paupières qui n'est pas résolu, même si on arrive à repositionner l'orbite. Un autre exemple de résection importante avec l'abord externe, et on voit ici la séparation entre l'orbite en avant et la boîte crânienne en arrière, en essayant de refaire la fente sphénoïdale avec ce greffon. On essaye maintenant d'approcher ces orbites par voie externe pour éviter d'avoir l'approche endocrânienne, et par voie externe, on peut parfaitement aborder cette fente et mettre en place une plaque qui nous permet de remettre en place l'orbite. Ici, un autre exemple avec une récidive d'une patiente qui avait une greffe osseuse, et avec la mise en place par voie externe de ces plaques externes qui nous permettent de compenser ces fentes sphénoïdales. Et un exemple plus récent, avec une exophtalmie massive, la patiente demandait qu'on lui enlève l'œil tellement elle avait mal avec ses ulcérations. Résection par voie externe, abord et mise en place d'une plaque qui permet de compenser la perte de substance au niveau de la fente sphénoïdale, et remise en place de l'œil, et une bonne conservation. Parfois, on a des cas plus simples, qui sont des simples cas de ptosis, comme ici. Nous avons essayé d'analyser ce que l'on fait. Là aussi, les cas sont tellement différents des uns des autres. Et la seule chose que l'on arrive à sortir de cette analyse, qui est assez complexe, c'est qu'il y a beaucoup de variations et que ça reste le problème de la paupière pour lequel nous n'avons pas de solution. Alors l'enfant, oui, bien sûr, il y a les grandes déformations, ça on les opère, mais à quel moment faut-il opérer les enfants lorsque ces déformations sont évolutives? Est-ce qu'il faut l'opérer tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre? Lorsque c'est simple, on peut faire des résections. Et même ce patient qui, en fait, est arrivé jusqu'à la greffe, avait été opéré de multiples fois par Daniel Marchak, par Julien Glichenstein. Et malgré tout, on n'a pas réussi à trouver une solution. Et il est allé jusqu'à la greffe.
Voilà donc le premier, Pascal, qui a une résection de la partie basse, avec le résultat à long terme. Et le deuxième, Jérôme, avec une résection complète de la face et réfection des paupières, et une bonne fonction et une bonne qualité de vie. Si l'on compare ces deux patients qui ont une neurofibromatose à l'autre partie de notre série, qui sont essentiellement les traumatismes balistiques, on a des résultats avec les traumatismes balistiques qui sont d'un point de vue esthétique bien supérieur et d'un point de vue fonctionnel bien supérieur. Par contre, d'un point de vue résultat, et vous regardez la partie où on voit le problème psychiatrique, on voit que les deux patients, le patient 1 et 4 qui ont une neurofibromatose, ont une très nette amélioration de leur qualité de vie et vont extrêmement bien, alors que les patients qui ont un traumatisme balistique, alors que nous avons fait des très bons résultats en termes morphologiques, vont très mal, et même un des patients s'est suicidé 4 ans après sa greffe, alors qu'il avait un très bon résultat fonctionnel. Je pense qu'il y a une place donc pour ces tissus, greffes de tissus composites. Probablement que les traitements comme le sirolimus, qui ont une action, sont aussi un des traitements qui vont nous permettre à la fois de traiter la maladie et de faire des greffes. Je pense que c'est une pathologie que d'autres chirurgiens devraient prendre après moi, parce que c'est un sujet intéressant pour la recherche. Voilà, je vous remercie. J'espère que l'avenir, ça sera vraiment de guérir ces patients et d'améliorer leur qualité de vie. Merci. Alors là, on se situe un peu comme la présentation précédente dans un domaine quand même de l'extrême. Et la conclusion le transmet bien, c'est que les malades qui finalement pour nous ont les moins bons résultats sont les plus contents, parce que d'où ils viennent, ils ne peuvent être que contents. Ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, c'est que on est à une époque où il y a des centres de référence maladies rares, des centres de référence de tout. Et je crois que plus que jamais, on doit avoir cette gestion avec des centres de référence et avec également des consultations multidisciplinaires, comme tu participes, et en particulier pour celle pédiatrique à Necker. J'ai surtout des questions. C'est premièrement la place de l'enfant là, puisque quand on voit le petit Pascal, quand il était petit, il avait un visage normal et il n'avait aucun signe. Donc, à partir de quel âge ça a commencé? Est-ce qu'il y a une possibilité de freiner quoi que ce soit? Je ne pense pas, mais je pose quand même la question. Quid de la chirurgie intermédiaire, puisque c'est le sujet du jour, c'est-à-dire est-ce qu'on a intérêt à intervenir tôt pour éviter les déformations qu'on aura du mal à corriger, c'est-à-dire faire une chirurgie interceptive au fur et à mesure de la croissance chez l'enfant? Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des essais de thérapie génique? J'en ai pas entendu parler. Réponse, je ne sais pas. Sur la thérapie génique. Sur un peu tout. Non, sur la thérapie génique, non, il n'y a pas d'essai sur la thérapie génique. Les essais qui marchent sur la thérapie génique, c'est essentiellement sur la maladie hématologique, parce que là, on utilise c'est le sang qui circule. La thérapie génique sur les anomalies, que ce soit la mucoviscidose ou que ce soit la neurofibromatose, c'est impossible de modifier tout. Ce d'autant que ce sont des lésions très variées, très variables, mais évolutives. Alors, par contre, il y a d'autres approches qui sont des approches pharmacologiques. Il y a plusieurs thérapeutiques qui sont actuellement à l'étude. Nous travaillons avec le laboratoire à Cochin, le laboratoire de Vido, qui travaille sur le sujet, et toutes nos pièces partent là-bas. Et sur ces pièces, on fait de la culture, la co-culture cellulaire, et puis on teste dessus des tas de molécules pour savoir lesquelles sont efficaces. Malheureusement, ce qui est efficace parfois in vitro ne l'est pas in vivo. Alors, ensuite, on passe au modèle in vivo en maintenant ces tissus que l'on met sur des souris nude pour essayer de voir. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et puis il y a des essais cliniques, il y a plusieurs essais cliniques sur des molécules. Il y a des molécules, tout ce qui intervient sur toutes les chaînes, sur les chaînes RAS, sur les mecs, sur toutes les évolutions en termes génétiques, de l'évolution de ces proliférations. Et bien, il y a différentes molécules. Et hier, j'étais à Londres sur une molécule qui semble avoir un effet, qui est utilisée dans le mélanome et qui est un peu comme le Gleevec, c'est un peu la même famille, qui semble avoir un effet sur les néophleuromatoses, sur un traitement qui justement aurait un intérêt chez l'enfant en termes de préventif sur l'évolution. Mais là aussi, lorsqu'on met en place un essai thérapeutique, il va falloir alors d'abord aller chez l'adulte, parce qu'aller chez l'enfant, c'est toujours un problème éthique. Et puis à quel moment, d'abord montrer qu'on peut faire régression de ces tumeurs et ensuite jusqu'où aller. Alors la question ensuite, c'est au point de vue chirurgique, quand est-ce qu'il faut aborder l'enfant, alors que ça fait quand même
un certain temps qu'on travaille à Necker et qu'on est en coopération, je suis extrêmement prudent sur les indications chirurgicales. Autant il y a des choses qui sont claires, autant quand il y a des déformations importantes, oui, on y va. Quand on voit l'évolution, la courbe de l'évolution d'une anomalie orbitopalpébrale avec une fente sphénoïdale, avec une déformation, on voit que la déformation osseuse s'installe, je pense qu'il faut y aller, mais ça reste extrêmement modéré, et je dois avouer que c'est pas uniquement une question de coopération entre nos deux services, c'est vraiment que les indications, je les reste extrêmement ténues sur ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il y a un intérêt à les suivre très précocement, en tout cas d'avoir cette cohorte, ce suivi, et savoir jusqu'où on va. Et peut-être qu'on verra qu'il faut les opérer, à quel moment. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est peut-être mon successeur, Michael, qui trouvera la réponse sur ce qu'il faut faire, ou peut-être qu'on aura un médicament qui nous permettra de ne pas avoir à les opérer. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne sais pas si vous avez un micro. Voilà, merci pour cette belle présentation. Est-ce que tu penses que je trouve que c'est effectivement très impressionnant de voir ce premier cas que tu nous as montré, et surtout ces photos enfants. Nous, on en suit quelques-uns aussi, et on ne sait jamais quand est-ce que c'est le bon moment pour les opérer. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'opérer ces enfants peut stimuler, avec les facteurs de croissance du processus de cicatrisation, le départ de nouvelles lésions, ou en tout cas pas de nouvelles lésions, mais de faire refleurir les lésions, comme c'est le cas par exemple dans les malformations vasculaires qu'on connaît bien. Et puis est-ce que moi j'en ai vu quelques-uns aussi comme ça qui venaient d'Afrique, qui n'avaient pas été opérés et qui présentaient des déformations du squelette très importantes à cause du poids de la lésion. Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'intervenir avant ces déformations squelettiques, et est-ce qu'il faut les suivre d'un point de vue radiologique pour choisir le moment de l'intervention? Alors, pour revenir à la dernière question, il y a une étude qui a été faite par l'équipe de Philadelphie, où ils ont repris tous les patients, parce qu'ils ont une grosse cohorte de neurofibromes, même s'ils n'en ont pas opéré beaucoup, c'est surtout les suivis médicaux. Puis ensuite, ils ont regardé les radios, et ils ont vu que pratiquement tous ces patients avaient des déformations de la fente sphénoïdale, et certains même très impressionnantes, sans aucun symptôme. Par contre, c'est l'évolution de cette fente sphénoïdale qui semble être l'indication. Il semble que plus, si on a un suivi de l'évolution de la fente sphénoïdale, et que c'est pas le défect qui est important, mais c'est l'évolution du défect dans le temps qui pourrait être une indication où on voit qu'en fait l'exophthalmie est de plus en plus importante. Là, peut-être qu'il faudrait les opérer. Ça, c'est peut-être une réponse. Sur la question, c'est quand on les opère, jeunes ou pas jeunes, est-ce qu'on ne crée pas plus d'autres lésions? Je crois que c'est pas du tout la même chose que dans les chirurgies vasculaires. Mais une des choses que l'on voit, c'est l'œdème post-opératoire. Et il y a plus d'œdème post-opératoire chez l'enfant que chez l'adulte. C'est vrai pour toute la chirurgie. Le problème de l'œdème post-opératoire dans le neurofibrome, c'est que la structure du tissu conjonctif dans le neurofibrome n'est pas du tout celle que l'on a dans les tissus normaux. Ce que je disais au départ, c'est d'ailleurs que c'est comme un chewing-gum. C'est-à-dire que si vous avez un œdème très important, la destruction des fibres de collagène fait que, on a le résultat de l'œdème qui s'est trop prolongé, qui a finalement distendu les tissus, et on se retrouve au point de départ, alors que ce n'est pas une nouvelle tumeur qui est apparue, ce n'est pas une nouvelle lésion. Si on fait des IRM sur les lésions nodulaires qui ont été élevées, elles ne sont plus là. Mais c'est cette distension tissulaire. Alors si on trouve un traitement concomitant qui nous permettrait d'éviter d'avoir cet œdème, j'ai essayé les pressothérapies, les machins, enfin je ne trouve rien qui marche, peut-être que là on pourra avancer et on aura moins ce problème de récidive.